Depuis ses origines en tant que faction d'Al-Qaïda, jusqu'à devenir l'une des organisations terroristes les plus redoutées au monde, l'État islamique a laissé une empreinte indélébile de violence et de destruction en Asie, en Afrique et en Europe. Depuis plus de 10 ans, l'EI sème la terreur et le chaos au niveau international par des attentats suicides, des massacres de minorités religieuses, l'esclavage de femmes et d'enfants et l'utilisation d'armes chimiques. Sa violence s'est propagée non seulement par le biais de campagnes militaires brutales, mais également à travers une stratégie médiatique sophistiquée et explicite, utilisant les réseaux sociaux et d'autres moyens de communication pour amplifier son message de terreur et attirer des recrues. Comment une organisation terroriste parvient-elle à rester opérationnelle pendant tant d'années? Quelles horreurs se cachent derrière ces cellules terroristes? Comment ont-ils réussi à diffuser leur idéologie à travers le monde en si peu de temps? L'ascension de l'EI, brutalité et terreur au Moyen-Orient. L'État islamique, aussi connu sous le nom d'ISIS, est officiellement apparu en 2013 après sa rupture avec Al-Qaïda, organisation dont il avait fait partie. Bien que ses origines remontent à des groupes insurgés antérieurs en Irak, c'est à partir de cette séparation qu'il s'est consolidé en tant qu'entité indépendante avec son propre leadership et ses propres objectifs. L'État islamique émerge dans le contexte de la guerre en Syrie et de l'instabilité politique qui découle de la guerre en Irak. Sa prise de pouvoir rapide dans la région résulte d'une combinaison de différents facteurs. D'abord, l'invasion de l'Irak en 2003 et la désintégration de l'État irakien ont offert un terrain fertile pour la prolifération des groupes extrémistes. L'absence de pouvoir étatique et la sécularisation de la politique régionale ont créé un vide rapidement comblé par l'EI, qui a rapidement commencé à s'étendre et à recruter des partisans. Son ascension s'est consolidée en juin 2014 avec la prise de Mossoul, l'une des principales villes d'Irak. Cette offensive a été l'une des plus sanglantes de l'État islamique, durant laquelle des milliers de personnes ont été brutalement assassinées. Mossoul, un centre culturel et économique très important de la région, a également été dévasté par ces attaques. Pour établir un centre de pouvoir, l'EI a choisi d'éliminer systématiquement tous ceux qui s'opposaient à son idéologie. Musulmans sunnites, chiites, chrétiens et yazidis ont été chassés de leur foyer et contraints de fuir tandis que la ville était prise. Ceux qui résistaient étaient brutalement tués devant leurs familles et amis. L'EI a choisi de ne pas dissimuler ses actions et de chercher par ses actes de violence à attirer davantage de recrues dans ses rangs. En diffusant des images et des vidéos montrant son succès militaire, il souhaitait démontrer comment l'islam pouvait être interprété par la violence. Bien que cette campagne ait terrifié l'Occident, elle a également trouvé de nombreux adeptes mécontents de l'ordre mondial du XXe siècle. À mesure que l'État islamique consolidait son contrôle régional, la violence et la brutalité s'intensifiaient, constituant non seulement une menace pour les pays voisins, mais aussi pour le reste du monde. Génocide silencieux, massacre de minorités religieuses. L'État islamique a rapidement compris qu'il ne pouvait consolider son contrôle qu'à travers la terreur et l'élimination de tout groupe qui ne correspondait pas à sa vision extrémiste de l'islam. L'une de ses tactiques les plus efficaces a été la persécution systématique des minorités religieuses en Irak et en Syrie. Un exemple en est le génocide des Yazidis dans la région de Sinjar. Le 3 août 2014, un mois après la prise de Mossoul, l'EI a lancé une offensive sur Sinjar et les zones environnantes, marquant le début de l'enlèvement et de l'assassinat de milliers de Yazidis, une minorité ethnique et religieuse présente dans la région depuis des siècles. Cette attaque a été planifiée pour des raisons stratégiques et démographiques, l'objectif étant de déstabiliser la région en déplaçant les Yazidis et en les remplaçant par des populations arabes loyales à l'État islamique. Des villages comme Siba Chek Kedir, au sud-ouest de Sinjar, ont été les premiers attaqués par l'EI. Dans ce lieu, plus de 250 hommes ont résisté jusqu'à épuiser leurs munitions. En dépit de leur résistance, ils ont été exécutés et enterrés dans des fosses communes, tandis que les femmes et les enfants yazidis ont été capturés et réduits en esclavage par l'État islamique. Un des événements les plus tragiques a été le massacre du village de Kocho, où les combattants de l'EI ont rassemblé tous les hommes du village et les ont exécutés en masse avant de les enterrer dans des fosses communes. La majorité des femmes ont été séparées et vendues sur les marchés d'esclaves sexuels.
On estime qu'entre 20 000 et 30 000 Yazidis se sont réfugiés dans les montagnes de Sinjar, où ils ont tenté de survivre sans eau ni nourriture. En conséquence, plus de 40 enfants sont morts de soif dans les premiers jours du siège. Les États-Unis, aux côtés du gouvernement régional du Kurdistan, ont réussi à envoyer de l'aide aérienne aux familles déplacées, qui étaient piégées dans les montagnes. Grâce à l'intervention du Parti des travailleurs du Kurdistan et des milices des unités de protection populaire kurdes, la majorité des Yazidis ont réussi à fuir entre le 9 et le 13 août. Lors de cette fuite, l'État islamique a massacré 500 Yazidis et capturé plus de 300 femmes qui ont été forcées de devenir des esclaves sexuels et emprisonnées à Badouche, à Mossoul. Le génocide des Yazidis est reconnu internationalement comme l'un des crimes les plus atroces commis par l'État islamique. Les forces kurdes ont repris Sinjar en décembre 2014, mais jusqu'en 2017, des mines et des explosifs continuaient d'être retrouvés dans le territoire. En même temps, plus de 10 fosses communes ont été découvertes, contenant des centaines de Yazidis non identifiés. Outre les Yazidis, l'EI a également lancé une campagne de violence extrême contre les chrétiens et les chiites, visant à éliminer toute forme de croyance religieuse qui ne correspondait pas à son interprétation de l'islam. En juillet 2014, l'État islamique a lancé un ultimatum à tous les chrétiens de Mossoul, l'une des plus anciennes villes à population chrétienne du Moyen-Orient. En conséquence, des milliers de chrétiens ont fui la ville, tandis que leurs maisons et biens étaient confisqués par les combattants de l'EI. De cette manière, la communauté chrétienne de Mossoul, présente dans la région depuis plus de 2000 ans, a été éradiquée en quelques jours. Les chiites de la ville de Tal Afar ont également subi les exactions de l'État islamique. Des centaines d'hommes chiites ont été exécutés en périphérie de la ville en juin 2014, presque au même moment que la prise de Mossoul. Marchandises humaines, la cruel esclavage sexuel de l'EI. Depuis 2014, l'État islamique a mis en place de manière systématique l'esclavage sexuel des femmes, comme l'une de ses tactiques les plus cruelles. L'enlèvement des femmes et leur vente comme marchandises n'est pas une conséquence des conflits, mais bien une stratégie organisée pour soumettre les communautés, en particulier les minorités religieuses. Selon des études de l'ONU, on estime que plus de 7000 femmes et jeunes filles ont été enlevées par l'EI et soumises à différents types de violences sexuelles. Ce marché d'esclaves, fondé par l'EI, fonctionnait comme un véritable centre commercial humain. Les femmes étaient exposées et vendues comme des propriétés, avec des prix variant en fonction de leur âge, de leur apparence physique et de leur virginité. Dans ces marchés d'esclaves, les combattants de l'État islamique vendaient même des filles de 9 ans, qui avaient été enlevées et traitées comme des trophées de guerre. Selon Amnesty International et Human Rights Watch, ces marchés existaient non seulement dans les zones contrôlées par l'EI en Irak et en Syrie, mais se sont également étendus à d'autres pays grâce à des réseaux clandestins de trafic humain. Cette forme de soumission et d'abus sexuels est rapidement devenue un outil de guerre pour l'EI, car elle servait de moyen de domination physique, psychologique et idéologique. Séparer les femmes de leurs familles avait pour but de détruire le tissu social yazidi et celui d'autres minorités religieuses. L'État islamique justifiait ces actes en recourant à des interprétations extrémistes de la loi islamique, affirmant que les femmes non musulmanes pouvaient être capturées et réduites en esclavage. Grâce aux survivants, nous connaissons aujourd'hui l'enfer que ces femmes ont dû affronter. Un des témoignages les plus marquants est celui de Nadia Murad, une survivante yazidi qui fut enlevée et vendue comme esclave sexuelle. Murad fut capturée avec d'autres femmes et emmenée à Mossoul, où elle fut torturée et abusée sexuellement. Elle réussit à s'enfuir et, depuis, elle œuvre comme activiste pour dénoncer ce type d'atrocité. En 2018, elle a été mondialement reconnue en recevant le prix Nobel de la paix pour son engagement. Terreur en direct, les décapitations publiques qui ont marqué le monde. L'État islamique a utilisé les décapitations et exécutions publiques comme l'un de ses principaux moyens de propagande pour inspirer la terreur. Depuis 2014, les recoins les plus sombres d'Internet ont été envahis de vidéos d'exécution de prisonniers de guerre, de civils et même de journalistes occidentaux. Mais ces vidéos n'étaient pas fuitées par leurs ennemis, elles étaient envoyées par l'EI lui-même aux principaux médias occidentaux. Ces exécutions avaient pour but d'intimider les populations locales
tout en amplifiant l'impact psychologique et en cherchant à recruter de nouveaux adeptes. Bien qu'il y ait eu plusieurs décapitations de journalistes internationaux et de correspondants de guerre, l'histoire de James Foley fut celle qui a le plus résonné dans les médias occidentaux. Après avoir été enlevé en 2012, alors qu'il couvrait la guerre civile en Syrie, Foley fut le premier journaliste américain exécuté publiquement. Après 2 années de captivité, l'EI publia l'exécution dans une vidéo intitulée « Un message pour les États-Unis ». Dans cette vidéo, on voit Mohamed Emwazi, un Britannique d'origine koweïtienne, contraindre Foley à lire une déclaration avant de le décapiter. Emwazi fut également le bourreau du journaliste Steven Sotloff, filmé en train d'être assassiné quelques jours après l'exécution de Foley. Toutes ces vidéos suivaient le même schéma. Les victimes étaient agenouillées, vêtues de combinaisons oranges en référence aux uniformes des prisonniers terroristes détenus à Guantanamo, et leurs bourreaux masqués lançaient des menaces à l'Occident. Emwazi fut activement recherché par le FBI et les services de renseignement britanniques. Sa traque s'acheva le 15 décembre 2015, lorsqu'il fut abattu lors d'une attaque aérienne avec un drone Harman. Quant aux exécutions de masse filmées, bien que de nombreux cas aient été relayés par les médias, aucune massacre ne peut se comparer à celui de Camp Speicher. Le 12 juin 2014, des militants de l'EI capturèrent plus de 1700 soldats irakiens de la base militaire de Camp Speicher. La majorité d'entre eux étaient d'origine chiite, une minorité que l'EI souhaitait éradiquer dans la région en raison de divergences dans l'interprétation de l'islam. Les soldats furent emmenés au bord du fleuve Tigre, où ils furent alignés au bord d'une falaise, exécutés par balles dans la tête et ensuite jetés dans l'eau. L'EI filma et publia ce massacre dans le cadre de sa campagne de terreur et envoya les vidéos à divers médias. Les spécialistes considèrent que la diffusion de ces vidéos fut un moment crucial dans le conflit, aggravant les tensions entre sunnites et chiites. Grâce à l'offensive internationale contre l'EI, de nombreux membres responsables de ces exécutions ont été capturés et arrêtés. Finalement, le 26 janvier 2023, le tribunal pénal central d'Irak a condamné à mort 14 djihadistes, responsables de la massacre de Camp Speicher. Enfance perdue. Les enfants soldats au service du djihad. Le recrutement d'enfants soldats fut l'un des aspects les plus brutaux de l'État islamique en Irak et en Syrie. Bien que cette pratique soit assez courante dans les guerres civiles africaines, l'EI s'est employé à recruter activement des enfants au Moyen-Orient et en Europe pour accomplir ses objectifs terroristes. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas seulement formés pour rejoindre les rangs des combattants, mais étaient également préparés pour servir dans des attentats suicides. Selon l'ONU, l'EI a enlevé, endoctriné et formé militairement des milliers d'enfants en Europe et en Asie. Bien que nombreux d'entre eux appartiennent aux minorités yazidis, chrétiennes et chiites, certains enfants ont été envoyés par des familles ayant converti à l'islam et soutenant la cause de l'EI. Une fois arrachés à leur famille, ils étaient endoctrinés dans l'idéologie extrémiste et entraînés dès le plus jeune âge à manier des armes et à exécuter des otages. Pour les endoctriner, l'EI utilisait des écoles rurales situées dans les zones contrôlées en Irak et en Syrie. Ce programme d'endoctrinement était connu en interne par les djihadistes sous le nom secret de « les lionceaux du califat ». Les lionceaux étaient recrutés ou enlevés, puis endoctrinés selon les visions religieuses de l'État islamique. Ils étaient également utilisés comme boucliers humains en première ligne, et même forcés à effectuer des transfusions sanguines pour des djihadistes blessés. Bien que certains enfants aient été enlevés, beaucoup d'autres sont devenus victimes du système de propagande de l'EI. En novembre 2014, le Comité de sécurité nationale du Kazakhstan a révélé que 300 citoyens, avec leurs enfants, s'étaient rendus en Syrie pour rejoindre l'EI. Cela fut un choc pour l'Occident car le recrutement et l'endoctrinement avaient commencé à s'étendre en dehors des zones occupées en Irak et en Syrie. Les vidéos publiées par l'EI montraient des enfants lisant le Coran et entraînés avec des armes à feu. Les lionceaux du califat ont existé entre 2014 et 2017. On estime que les derniers enfants soldats de l'EI sont morts entre juin et octobre 2017, lors de la bataille de Raqqa. L'histoire effacée. ISIS et la destruction du patrimoine culturel. Dans le cadre de son financement et de sa stratégie de propagande idéologique,
l'État islamique a mené une campagne systématique de destruction et de pillage du patrimoine culturel dans les zones sous son contrôle, en particulier en Irak et en Syrie. Temples, monuments et statues historiques ont été démolis parce qu'ils ne correspondaient pas à leur interprétation extrémiste de l'islam, provoquant une perte irréparable pour l'histoire et l'identité culturelle de ces régions. Bien que certaines destructions aient été des dommages collatéraux de la guerre, une grande partie du patrimoine détruit l'a été intentionnellement et a été documenté. Comme pour les exécutions de masse et les décapitations, le I s'est assuré de filmer chaque site archéologique détruit pour alimenter sa campagne de peur et d'endoctrinement. Par exemple, en mai 2015, le I a capturé la ville de Palmyre, située dans le désert syrien. Cette cité antique, un centre commercial de l'Empire romain, possédait encore de nombreux temples millénaires jusqu'à l'arrivée de l'EI. Le temple de Bel, le temple de Baal-Shamin et l'arc de triomphe de Palmyre, datant du 1er siècle après Jésus-Christ, ont été détruits à l'explosif. L'archéologue syrien Khaled al-Assaad, qui avait consacré sa vie à l'étude de Palmyre, fut exécuté par des soldats de l'État islamique pour avoir refusé de révéler où étaient cachées les reliques de cette ville romaine antique. Après son assassinat, son corps fut exposé dans une place du site archéologique. En mars 2015, l'EI détruisit également le site archéologique de Nimrud, l'une des capitales les plus importantes de l'ancien empire assyrien en Irak. Les djihadistes utilisèrent des bulldozers et des explosifs pour raser les vestiges archéologiques datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, justifiant leurs actions comme une attaque contre le paganisme et les symboles pré-islamiques. Mais le I ne s'est pas contenté de détruire le patrimoine. Une partie de son financement provenait de la vente d'objets historiques sur le marché noir. Pendant l'occupation de Mossoul, l'EI parvint à voler des pièces vieilles de plus de 2500 ans au musée de Mossoul. La destruction du patrimoine culturel par l'État islamique a suscité de vives condamnations de la part d'organismes internationaux. L'UNESCO et plusieurs gouvernements ont dénoncé ces attaques, les qualifiant de crimes de guerre. En 2016, l'ONU a adopté la résolution 2347 qui vise à protéger le patrimoine culturel en situation de conflit et à lutter contre le trafic d'objets historiques pillés. Le cœur de l'Europe en flammes. L'attentat terroriste de Paris en 2015, après le 11 septembre 2001 et le déploiement des troupes de l'OTAN au Moyen-Orient, l'Europe a été le théâtre de divers attentats terroristes. Parmi les plus marquants, les attaques de Paris en 2015 et de Bruxelles en 2016. Ces deux attaques ont un point commun. Elles ont toutes deux été revendiquées par l'État islamique. Les attaques de Paris ont eu lieu le soir du 13 novembre 2015 et furent une série d'actions coordonnées dans 6 lieux différents de la capitale française. L'attaque la plus marquante se déroula lors du concert du groupe américain de hard rock Eagles of Death Metal au théâtre du Bataclan. D'après la presse, 4 terroristes armés de fusils Kalachnikov pénétrèrent dans le théâtre et tirèrent sur la foule pendant une quinzaine de minutes avant de prendre environ 120 personnes en otage. À 23h55, la brigade de recherche et d'intervention de la police de Paris pénétra dans le théâtre, tuant un terroriste. Les autres attaquants périrent en déclenchant des explosifs qu'ils portèrent sur eux. 80 otages perdirent la vie dans cette attaque. Outre l'attaque du Bataclan, 5 autres actes terroristes eurent lieu dans différents quartiers de Paris. Rue Bichat, dans le 10e arrondissement, 3 assaillants tirèrent sur 2 restaurants et tuèrent 13 personnes. À 21h36, un autre tireur ouvrit le feu sur les clients du bar La Belle Équipe, tuant 21 personnes. Au total, les attaques firent 137 morts et 386 blessés. Les profils des assaillants révélèrent comment l'État islamique avait réussi à infiltrer son idéologie en Europe. La majorité des assaillants étaient des citoyens européens radicalisés, ayant reçu une formation militaire en Syrie avant de revenir en Europe pour commettre les attaques. Parmi eux se trouvaient les frères Salah et Brahim Abdeslam. Salah, seul survivant des assaillants, joua un rôle clé dans la logistique et la préparation des attentats. Il fut en fuite pendant 4 mois avant d'être arrêté à Bruxelles. Reconnu coupable des attentats du 13 novembre, il a été condamné à la réclusion à perpétuité. La peur dans la capitale européenne. Les attentats de Bruxelles en 2016. Le matin du 22 mars 2016, le terrorisme frappa Bruxelles, capitale de la Belgique et siège de l'Union européenne.
Cet événement est considéré comme l'un des attentats les plus dévastateurs en Europe, après les attentats du 11 mars et ceux de Paris quelques mois auparavant. Comme pour les attentats de Paris, l'État islamique revendiqua la responsabilité de ces attaques. L'origine de cet attentat est étroitement liée aux événements de Paris, survenus seulement 7 jours après l'arrestation de Salah Abdeslam dans le cadre des enquêtes sur les attaques du 13 novembre. Salah fut capturé à Molenbeek, une des communes de Bruxelles. À 8 heures du matin, 2 explosions secouèrent la zone des départs de l'aéroport de Zaventem, l'un des plus fréquentés d'Europe. Selon les enquêtes ultérieures, Ibrahim El-Bakraoui et Najim Lashraoui avaient dissimulé des explosifs dans leurs bagages. Ces explosions tuèrent 16 personnes et en blessèrent plus de 100. Le premier attentat suicide se produisit alors que l'un des assaillants s'apprêtait à être contrôlé au comptoir d'enregistrement d'American Airlines. Le second attentat explosa quelques secondes plus tard, amplifiant les dégâts. Une enquête a révélé l'existence d'un troisième assaillant qui abandonna une valise d'explosifs sur place avant de s'enfuir. La valise fut désamorcée plus tard par la police belge. 1 heure après, à 9h11, une troisième bombe explosa dans le métro de Bruxelles à la station Maelbeek, près du siège de l'Union européenne. Le responsable de cette attaque dans le métro, Khalid El-Bakraoui, frère d'Ibrahim, fit exploser la bombe dans un wagon bondé aux heures de pointe. L'attaque tua au moins 20 personnes et en blessa grièvement plus de 150. Comme pour les attentats de Paris, les auteurs des attentats de Bruxelles étaient des citoyens européens radicalisés, en lien avec l'État islamique. Avant d'être recrutés par des cellules terroristes, les frères El-Bakraoui avaient déjà été condamnés pour des délits mineurs. Najim Lashraoui, impliqué dans l'attaque de l'aéroport, était un expert en explosifs et aurait également fabriqué les bombes utilisées à Paris. Des enquêtes ultérieures révélèrent que les assaillants avaient été formés en Syrie avant de retourner en Europe pour mener ces attaques coordonnées. Les similitudes et les connexions entre ces attaques révélèrent la capacité de l'État islamique à opérer simultanément dans plusieurs pays européens. Avec plus de 35 morts et 300 blessés, les attentats de Bruxelles furent un choc pour l'Europe dans sa lutte contre le terrorisme. La peur gagna la population et les autorités durent renforcer la sécurité et intensifier la coopération internationale. Les enquêtes montrèrent que 5 terroristes transportaient des explosifs. 3 d'entre eux périrent dans les attentats suicides, tandis que les 2 autres réussirent à s'enfuir sans déclencher leur charge. Les 2 fugitifs furent identifiés comme Mohamed Abrini et Osama Krayem. Abrini fut arrêté le 8 avril 2016. Fils d'immigrants marocains vivant à Berchem, Bruxelles, il possédait un casier judiciaire. En prison, il apprit la mort de son frère cadet en Syrie, où il combattait pour le EI. Une fois libre, Abrini visita la tombe de son frère et retrouva des amis d'enfance, moment où il aurait été recruté par l'État islamique. Abrini aida à préparer l'attaque de Paris et, grâce aux caméras de surveillance, fut identifié comme suspect majeur. Il fut vu en compagnie d'Abdeslam, ami d'enfance de Bruxelles, dans une station-service 3 jours avant les attentats. Après le 15 novembre 2015, Abrini se cacha à Bruxelles et planifia les attentats de Bruxelles pendant sa cavale. Il accompagna Lashraoui et El-Bakraoui à l'aéroport mais s'enfuit avant de déclencher ses explosifs. Osama Krayem, pour sa part, était né à Malmö, en Suède. Fils d'immigrants palestiniens, il s'était radicalisé à l'âge de 20 ans après avoir visionné des vidéos d'Anwar al-Awlaki, un militant islamique célèbre pour recruter et planifier des attentats suicides en ligne. En 2014, Krayem quitta la Suède pour rejoindre l'État islamique en Syrie. Il retourna en Europe avec un faux passeport au nom de Naïm al-Ahmed. On pense que Krayem accompagna Khalid El-Bakraoui à la station de métro, mais renonça à déclencher l'explosif au dernier moment. Ces 2 terroristes, avec 8 autres complices, furent extradés en France et jugés pour les attentats de Paris et de Bruxelles. En juillet 2023, ils furent reconnus coupables. Abrini fut condamné à 20 ans de prison et Krayem à 30 ans. La mort invisible, l'usage des armes chimiques par l'EI. À la fin de la Première Guerre mondiale, la communauté internationale s'accorda sur les effets dévastateurs des armes chimiques et prit des mesures pour interdire leur utilisation. Cela fut officialisé avec le protocole de Genève en 1925
puis renforcé 70 ans plus tard avec la Convention internationale sur les armes chimiques. Bien que peu de consensus internationaux existent en matière de guerre, un principe est clair. Les armes chimiques ne doivent en aucun cas être utilisées dans les conflits armés. Mais l'État islamique choisit d'ignorer ces réglementations et consensus internationaux. Entre 2015 et 2017, plusieurs cas d'attaques chimiques stratégiques furent enregistrés en Syrie et en Irak. L'un des agents chimiques utilisés par l'EI fut le gaz moutarde, une substance brûlant la peau, les yeux et les poumons de la victime en contact. Ce gaz cause souvent des blessures respiratoires et cutanées irréparables, et une exposition prolongée peut entraîner une mort lente et douloureuse. Le premier cas documenté d'utilisation d'armes chimiques par l'EEI remonte à 2015, dans la ville de Makmur. Les combattants kurdes défendant leur territoire rapportèrent des symptômes d'exposition à un gaz chimique après un bombardement. Des analyses confirmèrent que l'EEI avait utilisé des mortiers improvisés contenant du gaz moutarde contre les Peshmerga, les forces de résistance kurdes. Cependant, les effets de ces armes chimiques ne se limitèrent pas aux combattants. Les hôpitaux de campagne dans les zones envahies rapportèrent également un nombre important de femmes et d'enfants affectés par ces armes. On estime que des dizaines de personnes périrent des suites des attaques au gaz moutarde en 2015 et que des centaines furent grièvement blessées. La ville syrienne de Deir ez-Zor fut également une cible de l'EEI, qui y utilisa des armes chimiques contre la population. Un rapport de l'ONU en 2016 confirma que l'État islamique avait bombardé plusieurs zones de la région avec du gaz moutarde, touchant militaires et civils. Un troisième cas fut rapporté dans la ville de Taza, près de Kirkouk, en mars 2016. Cette attaque au gaz moutarde tua 3 personnes et blessa plus de 600 civils. Taza fut un nouvel épisode tragique qui mit en lumière la capacité de l'EI à fabriquer des armes chimiques rudimentaires mais mortelles. En 2017, une attaque coordonnée par drone de la coalition internationale contre l'État islamique porta un coup décisif à l'utilisation d'armes chimiques par l'EI. À Mossoul, le bastion le plus important de l'EI dans la région, les forces américaines parvinrent à détruire un laboratoire de production d'armes chimiques où les terroristes fabriquaient et stockaient du gaz moutarde. Ces attaques ne se limitèrent pas au gaz moutarde, car l'EI fabriquait également des armes chimiques à base de chlore et de gaz sarin. Le gaz sarin, un liquide inodore et incolore mis au point en Allemagne en 1938 comme pesticide, peut être transformé en gaz et utilisé dans des explosions ou des attaques aériennes, le rendant extrêmement dangereux. Le sarin cause paralysie, convulsions et mort en quelques minutes, car il agit directement sur le système nerveux, empêchant le fonctionnement des muscles respiratoires et d'autres organes vitaux. En 2016, l'ONU dénonça que le 4 avril de cette même année, l'EI avait utilisé du gaz sarin dans divers bombardements sur la ville de Khan Sheikhoun dans la province syrienne d'Idlib. En raison de sa diffusion difficilement contrôlable, ces attaques de l'EI firent des milliers de victimes parmi les civils. La portée mondiale de la terreur, attentats coordonnés en Turquie, Allemagne et Londres. La coalition internationale opposée à l'État islamique depuis 2015 a été déterminante dans l'élimination des ambitions territoriales de l'EI. Assiégés, les djihadistes comprirent que la seule façon de diffuser leur idéologie était par le biais d'attentats coordonnés à l'échelle mondiale. Ils durent alors élargir leur réseau de cellules terroristes pour montrer que leur influence persistait dans le monde occidental. À mesure que le califat au Moyen-Orient s'affaiblissait, l'EI adopta une stratégie de métamorphose vers une structure décentralisée. Dans ce processus, le recrutement de jeunes déçus par le mode de vie occidental dans diverses parties de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie fut crucial. Cette nouvelle manière de terrorisme a permis la création de cellules dormantes et de la formation de fanatiques dans le monde entier, amplifiant la crainte dans les sociétés occidentales, car la violence pouvait survenir à tout moment. Entre 2015 et 2017, différentes cellules, de manière coordonnée ou autonome, menèrent des attentats en Europe. En 2015, la Turquie subit 2 attentats suicides perpétrés par l'État islamique. En juillet, 33 personnes périrent dans un attentat à Surus, près de la frontière syrienne. En octobre de la même année, 2 djihadistes se firent exploser dans la gare principale d'Ankara,
tuant plus de 100 personnes lors d'une manifestation pour la paix. On découvrit que les assaillants appartenaient à une cellule locale de l'EI. Le 12 janvier 2016, Nabil Fadli, un Saoudien de 18 ans, tua 10 personnes en faisant exploser ses charges à l'intérieur de l'hippodrome historique de Constantinople, un site touristique où se trouvaient de nombreux visiteurs européens. Le 19 décembre 2016, en période de Noël, un sympathisant de l'EI conduisit un camion dans un marché de Noël à Berlin. L'attaque, revendiquée par l'EI, fut orchestrée par Anis Amri, un demandeur d'asile tunisien. Amri déroba un camion noir Scania R 4500 appartenant à une entreprise polonaise. Son conducteur, Lucas Urban, fut abordé et tué par Amri avant que ce dernier n'écrase la foule, tuant 13 personnes et blessant 50 autres. Amri réussit à s'enfuir et fut intensément recherché pendant les jours suivants. Finalement, il fut abattu par la police italienne à Milan, après avoir refusé de montrer ses papiers lors d'un contrôle de routine en sortie de gare. L'Angleterre ne fut pas épargnée par les attaques de l'EI. En mars 2017, 5 personnes furent tuées près de Westminster. Khalid Massoud, âgé de 52 ans, renversa plusieurs piétons sur le pont de Westminster, blessant 50 personnes et tuant 4 d'entre elles. Après avoir percuté un obstacle, il poignarda un policier avant d'être abattu. En mai de la même année, un attentat suicide se produisit lors du concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena, causant la mort de 22 personnes et blessant plus de 1100 individus. Le 9 juin, seulement 12 jours après Manchester, 3 djihadistes foncèrent en véhicule sur des piétons à Londres sur le London Bridge, puis attaquèrent des civils au Borough Market. 8 personnes furent tuées et 48 blessées avant que la police n'abatte les 3 assaillants sur place. Les alliés du chaos, Boko Haram et l'expansion de la terreur de l'EI. En plus de son expansion en Europe, l'État islamique trouva en Afrique un terrain fertile pour diffuser ses idées extrémistes et s'allier avec des groupes terroristes locaux. Depuis 2014, son principal allié dans la région est Boko Haram, une organisation extrémiste nigériane. Boko Haram fut créé en 2002 dans l'État nigérian de Borno par le prédicateur islamiste Mohamed Youssouf, qui visait à établir un État islamique indépendant au Nigeria. Pour ce faire, il recruta des enfants issus de familles pauvres, leur offrant un parrainage et un endoctrinement religieux. En 2009, Youssouf fut arrêté et tué en tentant de s'échapper, déclenchant une escalade de violence sous le nouveau chef, Aboubakar Shekau. Au début de 2014, Boko Haram prêta allégeance à l'EI et changea son nom en Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique. Cette année-là, Boko Haram fit la une des médias internationaux en enlevant plus de 200 jeunes filles dans une école de Djibik, dans une campagne contre les valeurs occidentales. Certaines filles, ayant réussi à s'échapper, témoignèrent de violences sexuelles et de menaces de mort si elles refusaient de se convertir à l'islam. Boko Haram diffusa des vidéos de ces filles en hijab, exigeant la libération de prisonniers en échange de leur liberté. Bien que quelques dizaines de filles aient été libérées au fil des ans, environ 170 seraient encore captives. Selon des vidéos de Boko Haram, plusieurs filles auraient été tuées lors de bombardements de l'aviation nigériane, tandis que d'autres auraient été converties et mariées de force. Boko Haram n'est pas le seul allié de l'EI. Dans différentes régions d'Asie et d'Afrique, d'autres groupes terroristes affiliés ont vu le jour. Parmi eux figurent Al-Shabaab en Somalie et la province de l'État islamique en Asie du Sud, opérant en Afghanistan et au Pakistan. Bien que ces groupes ne reçoivent pas d'ordre direct de l'EI, ils partagent son idéologie et bénéficient de son soutien logistique et financier. Un autre exemple d'expansion de l'EI est l'attentat de Sri Lanka en avril 2019, lors duquel une série d'attaques suicides dans des églises et des hôtels tua plus de 250 personnes. Bien que les terroristes appartenaient au groupe extrémiste sri-lankais National Tawhid Jamaat, l'EI revendiqua ces attentats comme partie de sa stratégie de terreur mondiale. 10 ans après sa création, l'État islamique continue de sévir dans diverses régions du monde. Bien que la mort de son chef, Al-Quraishi, tué par les États-Unis en février 2022, ait représenté un coup dur pour l'organisation, la lutte contre le terrorisme est encore loin d'être achevée.
À ce jour, environ 2500 soldats américains sont toujours déployés en Irak et 900 en Syrie, poursuivant les cellules de l'EI restantes. Cependant, Washington a convenu avec l'État irakien qu'il n'y aurait plus de présence militaire dans la région d'ici un an, laissant planer des doutes quant à l'impact de cette décision sur la lutte contre le terrorisme international. Il est difficile de savoir si le retrait des forces occidentales ramènera la paix ou si ce vide de pouvoir sera de nouveau exploité par l'EI dans un Irak encore fragile.